Bienvenue à mon podcast où l'on discute de plusieurs sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. À chaque épisode, je décortique un sujet différent afin de vous aider à être plus informé. Dans cet épisode numéro 5, nous allons parler de l'étape numéro 4 de 8 dans notre processus pour bien réussir l'achat de votre prochaine maison. Cette étape aujourd'hui va être un peu la plus excitante. Ça va être l'étape où vous allez démarrer votre processus de recherche. Donc, si vous avez suivi les épisodes précédents, dans l'étape numéro 1, on a parlé des coûts que vous allez devoir débourser avant, pendant et après la transaction. Vous avez fait votre budget. Par la suite, vous avez établi vos besoins. Donc, vous savez ce que vous avez besoin et ce que vous voudriez avoir. Par la suite, vous avez fait votre préapprobation. Fait qu'avec l'étape 1, 2, 3, vous êtes bien équipé pour commencer votre processus de recherche. Ce qu'il faut comprendre, ça va être l'étape la plus longue de toutes les 8 étapes. Okay? Fait qu'il faut être très patient. Fait que ça peut prendre une semaine, un mois, 6 mois, un an. On sait très bien que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, puis ça n'a pas marché, puis jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore trouvé. Donc, il faut être très patient, mais en même temps, il faut être un peu agressif, si on veut, quand vient le temps, quand vous voyez qu'il y a une propriété qui vous intéresse, puis c'est dans vos budgets, il faut être capable de bouger quand même assez rapidement. Et si vous avez bien fait l'étape numéro 1, 2, 3, bien, vous allez pouvoir sauter sur l'occasion quand elle va se présenter. Mais c'est important de ne pas commencer à avoir d'hésitation parce que c'est quand on hésite que malheureusement un bon deal nous échappe. Fait comme je l'ai dit, si vous avez bien fait l'étape 1, 2, 3, vous n'avez pas sauté ces étapes-là, vous allez voir que vous allez beaucoup plus confiant rentrer dans l'étape numéro 4. Fait que c'est important de prendre ce que vous avez fait dans l'étape 1 et 2 pour vous aider à vous guider à travers vraiment le processus de recherche. Okay? Une des premières choses que vous allez devoir décider, c'est si vous allez travailler seul ou vous allez travailler avec un courtier immobilier. Okay? Évidemment, il y a plusieurs avantages de travailler avec un courtier. Si vous êtes un premier acheteur, vous n'avez pas d'expérience, mais un courtier qui a fait plusieurs transactions va être un gros avantage pour vous. Il va vous guider à travers le processus pour vous éviter de faire des erreurs coûteuses. La même chose si vous cherchez à acheter un type de propriété dont vous n'avez pas l'expérience, exemple, je ne sais pas moi, un plex ou un condo, puis vous avez plus d'expérience dans les maisons ou vice-versa. Un courtier qui est expérimenté dans ce type de propriété-là va vous amener beaucoup de valeur. Fait que c'est vraiment quelque chose à considérer, mais ça revient à votre décision, vous. Il y a aussi quelque chose d'important, puis ça dépend du courtier avec qui vous travaillez. C'est pour ça que je vous recommande peut-être d'en rencontrer plusieurs pour s'assurer que la personne avec qui vous décidez de travailler, vous avez un certain lien de confiance. Parce qu'avec cette personne-là, vous allez, comme je vous avais dit, le processus de recherche, c'est l'étape la plus longue. Fait que vous allez risquer de travailler avec cette personne-là pour peut-être 6 mois, 1 an. Donc, c'est important d'être bien confortable avec la personne avec qui vous avez travaillé et c'est un peu votre style à vous. Okay? Et quand vous allez trouver le bon courtier, il peut ou elle peut vous aider à limiter l'aspect émotionnel de votre décision. Okay? On sait très bien que l'achat d'une maison, c'est très émotionnel. Et d'avoir un courtier dans votre coin qui peut vous aider un peu à raisonner, ça peut vous amener une grande valeur. Je vous donne un exemple de ça. Il y a quelques années, je travaillais avec des acheteurs et c'était un couple nouvellement marié. Et on est allé visiter, je pense que c'était la première propriété qu'on est allé visiter. Et à travers la visite, les deux étaient super excités. Ils me donnaient ils faisaient des commentaires. Même la courtière qui travaillait avec les vendeurs, avait remarqué que mes acheteurs étaient super excités. Quand on est sorti, quand on a fini la visite et on est retourné à la voiture, la première chose que les deux m'ont dit en même temps, c'est qu'on est super intéressés, on ne veut pas perdre la propriété. On veut faire une offre 15 000 en haut du prix demandé.
Fait qu'il dit, on va remplir les papiers si tu veux aujourd'hui, on veut faire l'offre le plus tôt possible. Fait que j'ai dit, attendez un peu. On ne veut pas prendre des décisions irrationnelles. J'ai dit à mes clients, laissez-moi parler un peu avec le courtier du vendeur pour voir est-ce qu'ils ont déjà des offres sur la table, est-ce qu'il y a des offres qui vont être présentées prochainement. Comprenons un peu la situation avant de faire une offre brusquement. Donc, j'ai contacté la courtière, on s'est parlé, il n'y avait pas d'offre qui était sur la table. Je suis retourné à mes acheteurs, je leur ai recommandé de faire une offre 10 000 en bas du prix demandé, avec les mêmes conditions que les vendeurs voulaient. Et mes acheteurs ont accepté, on a écrit l'offre, on l'a envoyé. En moins de 24 heures, les vendeurs ont accepté notre offre de 10 000 sous le prix demandé. Donc, la morale de l'histoire, c'est que mes acheteurs, parce qu'ils étaient pleins d'émotions, ils ont tombé en amour, ils allaient payer la maison 25 000 de plus que ce qu'ils ont fini par payer. Donc, si vous travaillez avec le bon courtier, il peut vous aider ou elle peut vous aider à vous assurer de ne pas sauter dans une transaction émotionnellement. Ils vont amener un petit côté rationnel dans le processus. Quelque chose à ne pas sous-estimer. Mais encore là, prenez le temps de rencontrer plusieurs courtiers pour vous assurer que vous trouvez le bon. Maintenant, comment les courtiers sont rémunérés si vous travaillez avec un courtier? Il y a 2 façons qui sont rémunérés normalement. La première, qui est un peu la norme internationale, si vous voulez. Si les vendeurs travaillent avec un courtier, ben, votre courtier va prendre une partie de la commission du courtier vendeur. Dans le fond, c'est normalement quelque chose qui est mentionné dans le contrat ce qu'on appelle le contrat de courtage-vente. Fait que ça, c'est une façon qui vont être rémunérés et c'est normalement je vous dirais, c'est la façon principale. L'autre façon, c'est que ils vont vous charger une commission. Normalement, c'est un pourcentage. Et ce montant-là va être rajouté au prix d'achat. Donc, exemple, vous achetez quelque chose de 100 000 et vous aviez négocié une commission de 2%. Bien, le prix final que vous allez payer, c'est 102 000. Et ce 2 000 $-là, vous pouvez le payer une fois au notaire ou vous pouvez l'inclure dans l'hypothèque si vous l'avez fait mention à votre courtier hypothécaire ou votre spécialiste hypothécaire. Donc ça, c'est normalement les 2 façons que votre courtier va être rémunéré. Aussi, si vous décidez de travailler avec un courtier pour l'achat de votre propriété, depuis, je vous dirais, les 2 dernières années au Québec, c'est obligatoire de signer un contrat de courtage achat. C'était quelque chose qui n'était pas très connu avant, mais c'est avec les changements de réglementation, c'est maintenant quelque chose qui est obligatoire. Puis ça, c'est un document légal. Dans un épisode ultérieur, je passerai en revue ce document-là, mais pour le bien de cet épisode aujourd'hui, je vais vous mentionner un peu en général ce que vous allez trouver dans ce document-là. Premièrement, vous allez trouver un peu une description du type de propriété que vous recherchez. Est-ce que c'est un chalet, c'est une maison, un condo, la braquette de prix dont vous recherchez, un peu les termes, comment vous allez l'acheter, le financement et ainsi de suite. Et il va y avoir plein de mentions des obligations de votre courtier et évidemment comment votre courtier va être rémunéré. Fait que c'est là qu'il va avoir les détails de la commission. Fait que c'est quelque chose que votre courtier va pouvoir passer en revue avec vous, mais soyez pas surpris que votre courtier vous demande de signer un contrat de courtage. Normalement, c'est pour une période de 6 mois, ça peut aller à 1 an normalement. Mais c'est toutes des choses que vous pouvez négocier. Et peu importe que vous travaillez avec un courtier ou que vous travaillez seul, soyez actif dans le processus, soyez informé, posez des questions. C'est vraiment important parce que le plus que vous posez de questions, le plus que vous savez, vous réduisez vos risques de faire des erreurs. Aussi important à savoir, ne pensez pas que le courtier du vendeur va vous représenter.
depuis les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans la réglementation au Québec. Et un courtier inscripteur, ça c'est le terme qu'on utilise pour décrire le courtier des vendeurs, il n'a pas le droit de vous représenter. Il va pouvoir remplir des formulaires, mais ça va être mis au clair qu'il ne vous représentera pas ou elle ne vous représentera pas. Leur objectif, c'est de représenter leur vendeur. Okay? Fait que c'est important à savoir. En termes des recherches, vous avez sûrement entendu parler de MLS. Aux États-Unis, il y a le MLS.com. Au Canada, on a le MLS.ca. Au Québec, on est différent. On a ce qu'on appelle Centris. Alors, CENTRIS.ca. C'est un peu le MLS québécois. Fait que toutes les propriétés qui sont en vente par des courtiers sont mises sur Centris. Et normalement, ces propriétés de Centris vont être aussi mises sur le MLS canadien. Fait que les gens dehors de la province peuvent voir sur MLS.ca ces propriétés-là. Mais si je ne me trompe pas, sur Centris, on ne peut pas voir les propriétés qui sont en dehors du Québec. Fait que ça, vous allez peut-être devoir aller sur le site de MLS.ca. Et comme je vous ai dit, toutes les propriétés qui sont en vente par des courtiers vont être présentes sur cette plateforme-là. Les seules choses qui ne vont être pas présentes, c'est si vous cherchez une propriété qui est à vendre par le propriétaire, ce qu'on appelle les AVPP dans le jargon de courtage. Là, vous allez aller, le plus fameux, c'est du proprio. Vous allez sur Kijiji, les packs, Facebook Marketplace sont normalement les sites où vous allez trouver des AVPP. Aussi, comme je vous ai dit, si vous travaillez avec un courtier, demandez-leur, ou sûrement ils vont vous faire part proactivement, de vous inscrire aux alertes Centris. Fait que dans le fond, c'est selon vos critères, ils vont entrer les critères que vous recherchez et vous allez recevoir par courriel des notifications à chaque fois qu'une propriété est mise sur le marché. Vous allez les recevoir par courriel. Fait que ça évite que vous deviez aller sur Centris, faire des nouvelles recherches pour voir qu'est-ce qui est nouveau sur le marché. La minute qu'une nouvelle propriété, selon vos critères, est mise en marché, mais vous allez la recevoir par courriel. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Comme ça, si jamais c'est une belle occasion pour vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez bouger rapidement. Aussi, je vous recommande de prendre le temps de faire des recherches et de regarder les propriétés. Okay? Ça va vous donner une bonne idée du marché, du prix. Comme ça, quand va venir le temps de faire une offre, oui, votre courtier va vous guider, mais vous devez être quand même informé. Vous allez avoir une bonne idée du marché. Par la suite, parlons un peu des visites. Des fois, quand on va... les photos ne font pas souvent justice, je vous dirais. Fait que des fois, les photos peuvent être super belles, comme ils peuvent être super laides, mais quand vous allez visiter la propriété, peut-être les photos étaient bien, mais une fois que vous visitez, c'est pas ce que vous pensiez. Sur les photos, ça paraissait grand. Vous regardez la place, c'est quand même petit. Et vice-versa, sur les photos, c'était peut-être pas beau, mais vous visitez les lieux et vous vous rendez compte que c'est beaucoup mieux que ce que vous pensez. Right? Fait que c'est important d'aller visiter, de ne pas juste se fier aux photos. Souvent, le potentiel d'une propriété ne peut pas être vu sur des photos. Vous devrez vraiment aller sur les lieux, faire l'inspection visuelle, puis le voir, puis de voir le potentiel. Avant d'aller visiter, pour vous éviter de perdre du temps, je vous recommande fortement de consulter la déclaration du vendeur. Je vais vous en parler dans quelques minutes, mais c'est un document qui était super important. Ça va vous éviter des visites inutiles. Fait que vraiment, la déclaration du propriétaire est un must à consulter avant d'aller faire une visite. Et aussi, si jamais vous planifiez faire une visite, demandez à votre courtier, si vous travaillez avec un, de céduler plusieurs visites dans un rayon quand même géographique restreint. Comme ça va vous aider à bien gérer votre semaine. Parce que c'est sûr, quand vous faites les visites, ça va être le soir, les week-ends, c'est parce que vous travaillez pendant le jour. Fait que pour vous aider à maximiser votre temps, s'il y a une propriété qui vous intéresse,
Mais s'il y en a 3-4 autour qui vous intéressent moins, ben, considérez aller les visiter aussi. Fait que si vous allez planifier un rendez-vous pour 6 heures, peut-être planifier un autre pour 7 heures, un autre 7h45. Comme ça va vraiment vous... Parce que des fois, vous allez être surpris. Il y a peut-être une propriété que vous ne trouviez pas belle en ligne, mais vous allez la visiter, puis vous êtes agréablement surpris. Right? Puis ça, c'est important, surtout dans le marché qu'on est présentement. Il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Fait que c'est important d'aller en visiter pour avoir une bonne idée de ce qu'il y a sur le marché. Puis le plus que vous visitez, le mieux vous allez savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. L'autre chose, c'est si jamais vous cherchez un plex, que ce soit un duplex, triplex, quadriplex, ne soyez pas surpris si vous ne pouvez pas aller visiter les autres unités ou certaines unités qui sont louées avant d'avoir une offre acceptée. Si c'est le cas, quand vous allez faire une offre d'achat, une des conditions que vous allez mettre, c'est de pouvoir visiter les lieux et d'en être satisfait avant que les conditions soient résiliées. Et ça, c'est important. L'autre chose, faites attention au voisinage. Okay? C'est arrivé souvent que j'ai visité des propriétés et la propriété était super belle. Mais le voisinage, exemple, il y avait beaucoup d'immeubles locatifs autour. C'était pas aussi propre. C'était un voisinage quand même bruyant. Fait que c'est des choses à considérer. T'sais, vous achetez une propriété, mais vous achetez une partie du voisinage aussi. Fait que une belle propriété dans un voisinage qui n'est pas super, à long terme, ça peut vous créer des mauvaises surprises. Fait que c'est quelque chose à vraiment faire attention. C'est pour ça aussi, c'est le côté un peu plus rationnel. Il ne faut pas juste tomber en amour avec la propriété et fermer les yeux sur le reste. C'est vraiment important. C'est pour ça que on fait utiliser la liste que vous avez faite à l'étape 2 où vous avez défini vos besoins pour vraiment essayer de garder un peu de rationnel dans le processus. Par la suite, parlons des documents qui vont être importants à prendre en considération quand vous allez faire vos recherches. La première, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était la déclaration du vendeur. Donc, dans un épisode futur, je vais vraiment passer en détail. Je vais vous montrer une vraie déclaration du vendeur pour vous expliquer comment bien la lire. Puis, quelle information il faut regarder. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, je veux juste vous donner un peu un aperçu. Dans le fond, la déclaration du vendeur, c'est un document que le vendeur va remplir. Fait que si le vendeur travaille avec un courtier, le courtier va lui demander ou la courtière va lui demander de remplir ce document-là avant la mise en marché de la propriété. Et ce document-là va poser plusieurs questions au vendeur, telles que ça fait depuis combien de temps que vous êtes propriétaire, le type de toiture, le type de chauffage, est-ce que la propriété a eu des dommages, est-ce qu'il y a eu des infiltrations d'eau, quel genre de rénovation vous avez fait. Fait que ça dresse un portrait de l'état de la propriété actuelle et un peu de son passé. Donc, c'est vraiment important de consulter ce document-là. Exemple, en consultant ce document-là, vous allez peut-être réaliser que il y a une grosse craque dans la fondation, le sol, il bouge, la maison va peut-être devoir être levée. Fait que ce serait important de savoir ça avant d'aller visiter la propriété, parce que vous allez peut-être perdre 1h30, 2 heures à aller visiter. Puis si vous aviez vu cette information-là avant, vous ne seriez pas allé. Okay? Puis s'il y a vraiment des choses hors de l'ordinaire et vous travaillez avec un courtier, mais il va pouvoir vous guider à travers cette étape-là. Fait que déclaration du vendeur est un must avant d'aller faire visiter une propriété. Si vous travaillez avec un courtier, il va vous donner une copie de la déclaration du vendeur. Si jamais vous voulez visiter une propriété qui est à vendre par un propriétaire, ben c'est d'appeler le propriétaire puis de lui demander une copie avant de vous déplacer. Les autres documents qui sont importants, si jamais vous cherchez à acheter un condo ou une propriété qui fait partie d'une copropriété, que ce soit un townhouse ou potentiellement un chalet qui a des aires communes, il y a 3 documents qui sont un must à consulter. Certains de ces documents-là, vous n'allez pas pouvoir les avoir avant d'avoir une offre d'achat, mais dans certains cas, vous allez pouvoir les avoir.
La première, c'est la déclaration du vendeur. Pour n'importe quoi qui est condo, super important, la déclaration de copropriété va avoir... c'est quand même un gros document. Et dans un épisode futur, je vais vous parler en détail de ce document-là. Mais pour les fins de cet épisode-là, sachez qu'il va y avoir les règles de l'immeuble. Ça va parler des codes-parts. Il y a beaucoup d'informations importantes qui sont mentionnées dans ces documents-là que vous devez passer en revue. Si vous n'êtes pas expérimenté, mais vous travaillez avec un courtier qui a de l'expérience là-dedans, il va pouvoir ou elle va pouvoir vous guider. L'autre chose, c'est l'état financier. Fait que quand vous achetez un condo, ben, vous achetez votre unité, mais vous achetez les aires communes avec les autres propriétaires. Right? Fait que c'est comme si vous investissez avec d'autres propriétaires. Et quand on investit, on veut avoir l'état financier, si vous voulez, de l'entreprise ou de l'immeuble dont vous allez acheter une quote-part. Et en consultant ces états financiers-là, vous allez voir si l'immeuble est mal géré. Vous allez savoir potentiellement est-ce qu'il va y avoir des frais futurs que vous allez devoir débourser parce qu'anciennement, on n'a pas bien financé l'immeuble. Bref, plein d'informations qui est super important à savoir. L'autre document, c'est le compte-rendu des réunions des copropriétaires. Fait que quand il y a des réunions, tout est documenté et il y a une mine d'informations que vous pouvez trouver sur ces documents-là. Je vous donne un exemple. Dans le passé, je cherchais un chalet pour faire de la location à court terme. Et un chalet, ce serait la dernière chose que vous pensez qu'il y aurait des frais de condo, une déclaration de copropriété. Mais le chalet que je regardais faisait partie d'un développement et il y avait plusieurs de ces chalets de ce développement qui étaient en vente. Et on avait remarqué qu'il y avait des frais de condo, je pense que c'était de 200 $ par mois. Et quand on a consulté les documents, on a remarqué que quand le développement a été fait, la rue où se trouvaient tous ces chalets-là n'a pas été remis à la ville. Fait qu'elle a été gardée sous seing privé. Puis après, on a découvert que la raison pourquoi c'était comme ça, c'est parce que la rue, le développeur n'a pas suivi les règles qu'il devait suivre et la rue, la pente n'était pas légale. Et donc, la ville a refusé de prendre en charge la rue et les propriétaires ont dû garder en charge. Fait qu'ils ils gèrent ça en termes de copropriété. Et chaque propriétaire de chalet ou de terrain vacant devait payer un frais de condo mensuel. Et dans ces documents-là, on a découvert que le développeur était encore propriétaire de plusieurs terrains. Il ne payait pas ses frais de condo. Les autres propriétaires allaient le poursuivre en justice. Bref, plusieurs problèmes entre propriétaires. Fait que c'est des documents super importants à consulter quand vous cherchez un condo. Fait que déclaration de copropriété, les états financiers et les comptes rendus des réunions des propriétaires. Le dernier document qui est important, si jamais il y a eu une inspection qui a été faite récemment, c'est pas souvent le cas, mais si jamais il y en a une, ce serait un document qui est important à consulter lors de vos recherches avant de faire une offre, évidemment. Vous allez pouvoir trouver c'est quoi les problèmes, s'il y en a, et avoir une bonne idée du compte-rendu de la propriété. Donc ça, c'était grosso modo l'étape de la recherche. Je vous remercie d'avoir écouté. Dans le prochain épisode, on va parler de faire l'offre d'achat, qui va être une autre étape importante de notre processus. Merci d'avoir écouté et je vous vois dans le prochain épisode.